C'est bizarre, oui. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jacques. Alors. Est-ce que le son fonctionne? Est-ce que l'image fonctionne? J'ai eu 2-3 petites difficultés techniques à la mise en route. Et en plus, je dois répondre à un SMS. Oui, son et image. Parfait. Merci beaucoup pour la confirmation. Vous savez que c'est depuis les premiers lives, vous savez, un peu merdouillé. Je suis un peu stressé. C'est pour ça que j'essaie d'arriver à l'avance. Et aujourd'hui, j'ai un peu raté mon coup. Bien, mais bienvenue. Bonsoir à toutes et tous. Je vais donc lancer officiellement ce 7e live consacré à Ulysses. Et je crois que pour ce 7e live, je dois être au chapitre 7. Puisque la dernière fois, j'avais fait un tir groupé des 2 derniers chapitres que j'avais lus, les chapitres 5 et 6. Et cette semaine, on va parler du chapitre 7, page 88, qui commence à la page 88 dans l'édition Alma et qui se termine à la page 110 dans l'édition Alma. Je rappelle que c'est cette édition-là. C'est le chapitre qui s'appelle Aeolus. J'ai pas du tout vérifié comment ça se prononçait. Éole, voilà. Bonsoir Apple and Pears avec un joli rhyming slang comme alias, comme pseudonyme. Et j'ai un SMS de ma sœur qui me dit qu'elle n'accède pas au chat. Ben, je ne sais pas pourquoi. Je pourrais pas dire. Je ne sais pas si tu m'envoies un SMS pour me dire si déjà tu entends, tu me vois et tu m'entends, ça me donnera une idée. Ah ben ça y est, c'est bon, voilà, la vie est belle. Ok, donc on va gentiment démarrer pour dire un certain nombre, pour parler donc de ce 7e chapitre. Alors tout d'abord, hein, pas d'affolement, je vous rappelle, j'ai commencé ces live Twitch le 2 février et j'ai tenté de commencer à relire Ulysses que j'avais essayé de lire il y a facilement 20-25 ans, et je m'étais arrêté à peu près au bout de 100-150 pages, plus ou moins. Je ne sais plus du tout où je m'étais arrêté. Voilà, ça m'est complètement sorti de la tête, j'avais pas réellement de souvenirs précis. Et comme par ailleurs, ce sont des livres voilà, qui traînent énormément dans la culture générale, dans la culture littéraire en général, dans les conversations auxquelles plein de gens font référence quand même assez souvent dans mon domaine professionnel. On finit par plus très bien savoir ce qu'on sait comme ça par la bande de manière secondaire et puis ce qu'on a essayé de lire soi-même. Donc là, le chantier, c'est d'essayer de relire Ulysses ou essayer de lire Ulysses. Et j'avance très lentement parce que je lis des milliers d'autres choses et que j'ai plein d'autres choses à faire. Mais quand même, pour vous remercier tous les 7 ou toutes les 7, je ne sais pas comment il faut dire. Là, apparemment, vous êtes 7, mais vous serez peut-être plus nombreuses à un moment donné. Pour vous remercier, eh bien, grâce à ce live Twitch, grâce à cette motivation, je me dis, aïe, demain j'ai le live Twitch, j'ai rien lu. Eh bien, hier, je me suis, entre guillemets, forcé à lire, à continuer pour pas arriver devant vous en disant, c'est la cata, je vaux rien, je n'ai rien lu. Donc, j'ai essayé de lire et j'ai donc lu ce chapitre 7 que j'ai terminé d'ailleurs, je suis rentré de la fac un peu avant 5 heures et j'ai terminé de le lire là, juste vraiment ric-rac avant le live Twitch. Donc voilà où j'en suis. Bonsoir à Louis. Voilà un petit peu où j'en suis et j'ai lu donc dans des circonstances un peu à l'arrache. Et c'est pas une très bonne idée de lire Ulysses à l'arrache. Je sais pas s'il y a beaucoup de textes qui méritent ou qui permettent d'être lus à l'arrache. Mais Ulysses, vraiment pas du tout. Donc je vais essayer d'aller de l'avant. Je ne sais pas où vous en êtes, si certains sont plus loin que moi, si certains sont arrivés à ce chapitre 7, si certains en sont loin. Je sais pas trop. Moi, je vais continuer un peu à parler. Je sais pas très bien dans quel écho. Avant de commencer vraiment à parler de ce chapitre 7, la semaine dernière, j'avais fait une allusion. On avait parlé, enfin, c'est pas une allusion d'ailleurs, ça avait dû venir par le chat, ou je sais plus très bien.
On avait parlé de Finnegan's Wake et je vous avais dit je ne vais pas aller chercher mon exemplaire, mais je l'ai, je me l'étais racheté dans l'espoir de le lire il y a facilement 10 ans, probablement plus. Donc voilà mon exemplaire de Finnegan's Wake. Alors lui pour le coup il est pas neuf mais pas loin, et je me suis arrêté, j'avais laissé le marque-page, je m'étais arrêté à la page 66 donc de la grande édition Penguin. Je dis grande parce que c'est un grand format. Édition qui compte donc un peu plus de 600 pages. Donc j'ai lu un dixième de Finnegan's Wake et j'en ai aucun souvenir. Bon, c'est une aventure textuelle. Hein. Finnegan's Wake, il vaut aussi pour le geste esthétique qu'il représente, comme Ulysses en quelque sorte, et pour les influences qu'il a eues, que ses textes ont eues sur la littérature qui est venue après. Bon, il y a un grand romancier canadien qui s'appelle Régent Ducharme, qui s'est, je crois, jamais remis de sa lecture de Joyce, de Finnegan's Wake en particulier. C'est quand même nettement plus lisible que Finnegan's Wake, mais La Vallée des Avalés, par exemple, c'est un grand livre de Régent Ducharme, et c'est un texte qui, dans ses... dans sa créativité lexicale, lexicologique, sa poéticité, doit énormément à Joyce, très évidemment. Oui, je réagis à la remarque, au commentaire de Jacques sur j'en suis au lotophage. Ma lecture, c'est une procession suisse, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Je ne savais pas qu'on disait ça pour les Suisses, ça m'échappait. Mais c'est amusant parce qu'on va un tout petit peu parler de Suisse à cause d'autre chose, à cause de ça, à cause du dadaïsme, parce que je vais vous parler un petit peu de dadaïsme, c'était pas prévu, mais j'ai sorti tout ça là 10 minutes avant le live Twitch. C'est suite à la fin de la lecture de ce fameux chapitre 7. Voilà, donc ça m'a fait penser à des analogies avec le dadaïsme. Un des points communs possibles en tout cas en termes d'influence et en termes de rencontre entre le mouvement Dada et Ulysse, c'est que la Suisse a été le lieu d'où est parti le mouvement Dada avec Tristan Tzara, et la Suisse est aussi évidemment une des patries de Joyce. Voilà. Où nous en sommes, et je salue, si j'ai bien suivi les pop-ups que j'ai sur mon logiciel, j'ai un nouveau follower qui vient d'apparaître et qui n'est autre que Guillaume Vissac, dont on a parlé la semaine dernière. Vous vous rappelez, j'ai parlé de Ulysse par jour, je vous ai dit d'aller voir un peu du côté de Ulysse par jour. Donc je ne sais pas si Guillaume a rejoint le live ou si il s'est simplement abonné. Voilà, coucou Guillaume. Guillaume Vissac, grand éditeur, écrivain et donc aussi traducteur de Ulysse à raison d'une phrase ou en tout cas d'un segment par jour, donc est parmi nous, et ça me fait plaisir et ça m'honore bien entendu. Voilà quelqu'un qui est allé plus loin que nous pour l'instant dans Ulysses. Bonsoir Ezra. Ok, donc comme je le disais aujourd'hui, pour aujourd'hui je me suis forcé in extremis à lire le chapitre 7, et je disais tout à l'heure que je ne savais pas du tout comment ça se prononçait en anglais, j'ai pas eu le temps de vérifier. Éole, le dieu des vents, Éole, hein, en français ça s'écrit E accent aigu O-L-E, en anglais ça s'écrit avec un E dans l'A majuscule O-L-U-S, et je sais pas comment ça se prononce, et d'ailleurs je pense qu'il y a un petit jeu typographique avec le A, le A-E, parce qu'il y a un des intellectuels, écrivains, etc., dont il est question dans le chapitre 7, dont le pseudonyme était AE, c'est un vrai écrivain, c'est pas Joyce qui l'invente dans Ulysses, et apparemment les initiales AE c'était une erreur typographique, cet écrivain voulait que son pseudonyme soit E dans l'A, hein, AE, E dans l'A, et c'est certainement pas totalement un hasard, c'est même, connaissant Joyce, pas du tout un hasard, qu'il apparaisse évidemment dans le chapitre qui, dans l'esprit de Joyce, était placé sous le patronage en quelque sorte, ou dans la référence intertextuelle à l'épisode de Éole faisant cadeau des vents, faisant don des vents à Ulysse. Ça c'est une référence que j'ai réussi à repérer, et effectivement je me joins à Jacques et à d'autres sans doute pour féliciter, remercier Guillaume de son travail
qui dure depuis 10 ans désormais, de ce travail tenace, constant, intelligent, qui vraiment interroge, indépendamment d'ailleurs de la lecture que l'on fait d'Ulysse ou pas. Moi, ça fait des années que je vis en pointillé avec Ulysse par jour, sans du tout l'avoir relu. Là, je me suis mis à le relire, mais à le lire de manière continue. Mais voilà, Ulysse par jour, c'est aussi, paradoxalement ou pas, un site web, une entreprise de traduction, d'interprétation que l'on peut, que l'on peut suivre, ou à laquelle on peut se connecter sans lire Ulysses, en fait, je pense aussi. Bon, je retrouve pas cette histoire de AE, j'aurais dû me le noter et je l'ai pas fait. Bon, peu importe, j'ai vu ça tout à l'heure. Hein. Donc, je vais y arriver. J'ai lu ce chapitre 7 et All en 2 parties. Hein, le début, à peu près un gros tiers hier soir avant de m'endormir. Et j'étais complètement claqué, donc j'ai pas tellement tenu très longtemps. Et donc les 2 tiers restants, là, tout à l'heure, au retour du travail, là, je suis rentré un peu avant 5 heures, et donc j'ai eu le temps quand même, avec le thé, de me requinquer un peu et de terminer ce chapitre. Alors je l'ai lu assez rapidement, mais après tout, pourquoi pas, on n'est pas obligé non plus de s'attarder sur chaque phrase problématique, sinon on n'en finit pas, sinon on en vient à la fameuse lecture suisse ou procession suisse que citait Jacques tout à l'heure, hein, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Bon, c'est sans doute une lecture qui dure plus, hein, si on le fait lentement, on ingère, certainement on digère, et je pense que Guillaume pourrait nous dire ça aussi pour la traduction, hein, en traduisant vraiment les segments d'Ulysse par petit à petit, on s'imprègne évidemment beaucoup, plus durablement. Enfin voilà, Guillaume Vissac, ça fait 10 ans qu'il vit avec le texte de Ulysses, avec son projet de traduction de Ulysses. Et si je ne me suis pas trompé, Guillaume, tu me diras si je me suis trompé ou pas, mais la semaine dernière, j'avais calculé que ça faisait 10 ans que tu traduisais Ulysse et que tu en avais encore pour 30 ans à peu près à la louche. Je ne ferai pas de commentaire, ce qui est déjà en faire un, sur l'intervention de Delphine et la référence à je vais pas y arriver. J'allais dire La Belle au Bois dormant, et ça veut pas venir. Blanche-Neige, je vais y arriver. C'est ça, ok. Donc t'en as pour 30 ans encore, donc Guillaume. Écoute, c'est bien. J'espère que dans 30 ans, on sera tous là encore pour regarder ça et voir si tu es allé jusqu'au bout. Ok, qu'est-ce que je disais ? On va parler, mais voilà, c'est ça, c'est vraiment l'idée d'aller complètement à contrario des codes habituels alors de l'édition évidemment commerciale, parce que les traducteurs professionnels, et je ne suis pas en train de faire une opposition entre toi et les traducteurs professionnels, mais genre les traducteurs qui ont des contrats avec des maisons d'édition, s'il y a un contrat avec une maison d'édition, on ne peut pas dire très bien, je signe un contrat, je rends le tapuscrit dans 40 ans. Ça, c'est pas possible. Même pour un livre très exigeant, comme très long, très compliqué, comme Ulysses, voilà, la maison d'édition peut-être accorder 1 an parfois, etc. Je sais pas, il faudrait discuter avec quelqu'un comme Claro, par exemple. Claro, quand il a traduit Ducks Newburyport de Lucy Almond, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, je vais mettre les références dans le chat, et évidemment j'arrive pas à faire 3 choses à la fois, donc je suis pas sûr en plus. Voilà, Ducks Newburyport de Lucy Almond, que Claro a traduit sous le titre Les Lyonnes, et c'est un livre qui fait 1000 pages, c'est un livre extrêmement compliqué à traduire aussi, parce qu'il y a beaucoup d'allusions, c'est un livre très joycien. Par parenthèse, je ne le savais pas du tout au moment où je l'ai lu, c'est en discutant avec mon libraire un peu plus tard, après l'avoir lu en anglais, puis je feuilletais la traduction française chez lui, il m'a dit, mais c'est la fille de Richard Ellman, le biographe de Joyce. Donc voilà, donc on a une ligne en quelque sorte de partage, une suite un petit peu comme ça, une filiation joycienne dans ce livre-là. Donc voilà, tout ça pour dire que Claro, quand il a traduit ces 1000 pages-là, vu que de toute façon, je pense que la traduction française a dû sortir à peu près 1 an après l'original, il a dû avoir 6 mois, 8 mois, je ne sais pas combien, mais je me souviens plus, je crois que j'avais lu quelque chose, il l'a traduit extrêmement vite, il l'a traduit en 5 ou 6 mois, je crois, ça me revient comme ça, mais ça veut dire qu'il se tapait, je sais pas, 20 pages par jour, 25 pages par jour de Lucy Ellman
en revenant dessus ensuite, mais bon, mais c'est faisable, hein. Enfin, un livre de 1000 pages, si vous faites 10 pages par jour, il vous faut 3 mois et demi pour le traduire. Bon, faut tenir le rythme quand même. Ouais, et la traduction de Claro est géniale. Moi, je l'avais regardé vraiment en détail. Après, je l'avais emprunté à la BU et j'avais fait travailler, je crois, mes étudiants de L3 en traductologie l'an dernier, si je ne m'abuse, sur un extrait de Ducks Newberry Report et de la traduction Les Lyonnes par Claro. Bien, donc tout ça pour dire que voilà, c'est bien de prendre le temps et le rythme de traduction et d'interprétation et de creusement d'Ulysse par jour dans ton projet, Guillaume, est évidemment pas du tout le même que celui d'une traduction avec contrat d'édition. Ok, on va en venir à Éole, donc. Et ce chapitre 7, donc, je rappelle que je travaille avec cette édition-là, l'édition Alma Classics, qui présente l'avantage d'avoir un gros appareil critique, et très honnêtement, voilà, elle apporte quand même beaucoup. L'appareil critique qui fait dans à peu près 300 pages, donc qui occupe, non, qui fait 250 pages, qui occupe à peu près un petit tiers du livre, donc il y a vraiment beaucoup d'informations. Il y a même, moi je réexplique vite fait comment je m'en sers, c'est-à-dire vraiment je le consulte ces notes que quand vraiment je me dis là il y a un truc qui m'échappe complètement et ça gêne ma compréhension. C'est principalement sur les allusions historiques parce qu'il y a énormément d'allusions alors à l'histoire de l'Irlande, bien sûr, à l'histoire très contemporaine de Joyce, en fait, à des événements liés au nationalisme irlandais à la fin du 19e siècle, au tout début du 20e siècle. Et puis il y a aussi énormément de références à la vie culturelle irlandaise, etc. Et très honnêtement, là, j'en vérifie pas une sur 10. Enfin, si j'en vérifie 10%, c'est le bout du monde. Sur les allusions culturelles plus générales, les explications un peu plus linguistiques, et là, bien sûr, l'appareil critique ne peut pas rentrer dans tous les détails parce qu'il faudrait une note pour chaque mot. Mais, voilà, l'appareil critique ne me sert pas à grand chose de ce point de vue là. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait je lis, je parcours rapidement l'ensemble des notes d'un chapitre après avoir lu le chapitre, juste pour voir comme ça vite fait. Et ça peut être assez instructif aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi je disais ça, le chapitre 7. Alors, très rapidement, comment résumer? C'est toujours là, oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois, je me dis, bon, faut s'y coller. C'est un peu comme ça que je commence à fonctionner. On parle du chapitre 7 dans le 7e live. Eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir résumer le chapitre, mais c'est pas possible de résumer un chapitre de Ulysses. Oui, c'est la géolocalisation interactive. Guillaume Vissac le fait pour Ulysse par jour. Il y a plein de sites qui font ça. Il y a un site pour Mrs. Dalloway, je sais. Enfin, il y a un certain nombre de textes comme ça qui invitent à cette idée de géolocalisation. Et Ulysses en est un très bon exemple, bien sûr. Et donc je réagissais aux commentaires de Delphine là, tout en suivant. Donc, comment résumer le chapitre 7? Très rapidement, ça se passe plus ou moins dans l'heure de midi. Ça se situe donc après l'enterrement qui est le chapitre précédent, le chapitre 6, Hadès. Ça se passe juste après l'enterrement. Il y a Bloom d'ailleurs dans ce chapitre-là. Et ça se passe aussi, puisque le chapitre 6 et le chapitre 3 sont simultanés dans l'action, ça se passe juste après la promenade sur le bord de mer, la promenade que fait Stephen Dedalus sur le bord de mer à la fin du chapitre 3. Bien. Proté, ça c'est le chapitre Proté. Bon. Le chapitre 7 se situe juste après, et d'ailleurs il croise ces deux fils, puisque dans ce chapitre-là, on a Leopold Bloom, on a Dedalus père, mais on a aussi Stephen Dedalus lui-même, qui est un personnage très important de la deuxième moitié de ce 7e chapitre. Bon. Ce 7e chapitre se passe dans les bureaux, je vais y arriver, d'un journal. J'ai déjà oublié le journal, c'est vous dire si ça me passionne. Non mais ça, Ulysses me passionne, mais voilà, les événements, enfin les éléments de la diégèse me passionnent assez moyennement finalement. Est-ce que je vais retrouver cette info-là? Je ne vais pas la retrouver. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui est déjà en train de le mettre dans son... Ça doit être le Evening Telegraph, je sais plus. Bon. Je sais pas. Est-ce que je vais retrouver ça?
Oui, c'est ça. The Evening Telegraph. Bon, j'aurais pu rechercher dans le bouquin, mais ça aurait pris plus longtemps. Ok, donc ça se passe dans les bureaux d'un journal. The Evening Telegraph. Toute la scène se passe dans ce bureau. À la toute fin, il se dirige, il quitte le bureau, il quitte le journal pour se diriger, pour aller boire un coup, en fait. Donc ça se passe dehors. Et la grande caractéristique du chapitre, et ce qui est à la fois ce qui, moi je trouve, a fait vraiment mon plaisir de lecture, mais qui rend les choses pas très simples, c'est que d'un point de vue générique, Joyce, il s'amuse à constituer son texte de très brefs fragments qui ont des titres, qui sont des parodies de titres d'articles, d'articles de journal. Alors, il y en a 63, donc ça fait, dans l'édition Alma, donc le chapitre fait 23 pages, hein, il est long de 23 pages, et il y a donc 63 titres, ça fait à peu près 3 titres par page, donc on voit que c'est vraiment des unités très courtes. Alors certaines sont plus courtes que d'autres, il y a certaines pages où on va avoir 5 sections, je ne sais pas comment le dire, et puis d'autres où il n'y en a qu'une ou deux, mais c'est vraiment le principe générique. Donc finalement Joyce, il fait quelque chose qui est en fait de l'ordre d'un dispositif moderniste, puisqu'il y a une coïncidence, ou plutôt plus exactement une cohérence, une convergence entre ce que raconte le chapitre et la forme, puisque ça parle des journalistes, c'est dans une salle de rédaction, voilà le mot que je cherche depuis 3 minutes alors que je disais bureau, voilà, ça se passe dans une salle de rédaction, c'est pas vraiment pendant une conférence de rédaction, parce qu'il parle à bâton rompu, puis ça passe dans tous les sens, il y a beaucoup d'activités, il y a des garçons de course qui passent, il y a des échanges divers et variés, des conversations croisées, etc. Donc c'est pas une conférence de rédaction, mais ça se passe dans une salle de rédaction, et l'histoire est racontée sous forme de fragments, de petits fragments, avec des titres de presse. Alors, le modèle de ces titres de presse, c'est plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui la presse de caniveau, c'est quand même c'est la presse à sensation, c'est des titres de presse qui sont parfois tout à fait crédibles en tant que tels, c'est-à-dire... je sais pas, Noted Churchman and Occasional Contributor, par exemple, hein, In the Heart of the Hibernian Metropolis, qui est le premier fragment. Et puis, il y a des titres relativement longs qui correspondent un peu à des annonces, qui sont relativement crédibles de ce point de vue-là. Je vous donne le titre de la 6e à la page 89. With unfeigned regret it is we announce the dissolution of a most respected Dublin burgess. C'est en fait c'est pour parler encore une fois de la mort de Patrick Dignam, qui a été enterré au chapitre précédent. Et puis il y a un certain nombre d'autres titres qui sont plutôt d'ailleurs des didascalies, des indications scéniques. Exit Bloom, Spot the Winner. Qu'est-ce qu'on a ou des titres de colonnes de rubriques humoristiques ou de chroniques humoristiques. Clava, very. Bon, et puis il y a beaucoup aussi de parodies, parce que plus que de pastiches, c'est de parodies qu'il s'agit, puisque Joyce s'amuse à faire des titres absurdes, des titres à rallonge, et aussi des titres avec des pléonasmes, donc des titres mal écrits de journalistes qui font du style et qui se prennent les pieds dans le tapis. Il y a un des titres, c'est à la page 103, Links with Bygone Days of Yore. Et donc là, c'est vraiment quelqu'un qui utilise du vocabulaire un peu archaïque et qui en fait se trompe, je ne sais pas s'il se trompe, mais en tout cas il y a une redondance, puisque bygone et of yore, ça veut dire la même chose, ça veut dire de jadis, donc les temps révolus de jadis, si on veut. Je ne sais pas comment ça a été traduit dans la fameuse édition Morel, Gilbert, Larbeau, Joyce. Ouais, je les ai eu les 4 du premier coup, je ne m'étais pas entraîné pourtant, mais voilà, donc c'est un peu cette idée-là. Je ne sais pas si on va le retrouver. J'ai dit à quelle page? J'ai dit page 103, Links with Bygone Days of Yours. C'est que je sache un peu par où je dois aller. Vous me posez des questions, vous m'interrompez, vous faites ce que vous voulez pendant ce temps-là. Hein.
possible. C'est bizarre ce truc. Je ne trouve pas ce titre. Bon, c'est bien parti cette histoire encore. Il y a des titres bizarres d'ailleurs, je suis en train de voir ça au passage, qui nous reportent au jour de jadis. Alors, c'est intéressant parce que dans la traduction, le pléonasme il est perdu, il n'est pas conservé, qui nous reporte au jour de jadis. Alors que moi j'avais vraiment lu ce Bygone Days of Yore comme un amphigouri, quoi, comme un excès de style qui finit par être ridicule. Et donc moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un très grand nombre de ces titres qui sont de cette nature-là, c'est-à-dire c'est pour parodier les journalistes qui croient qu'ils écrivent très bien et qui parfois se trompent ou en rajoutent. Bonsoir Delphine. Donc voilà un peu l'idée qu'il y a derrière pour moi. Et puis dans un certain nombre de cas, je pense aussi que Joyce se parodie lui-même. Et c'est ça aussi que je trouve très intéressant dans ces intertitres. Si on regarde la dernière page, il y a quand même 6. Le chapitre se termine avec des... je vois pas ce que je fais. Non, je suis pas sur le bon. Voilà, c'est celui... J'arrive pas. C'est pas possible d'être mal latéralisé comme ça, de rien comprendre à ce qu'on fait. Voilà, donc là vous voyez à peu près. Donc ça c'est la dernière page du chapitre 7 dans l'édition Alma. Donc, et en fait il s'auto-parodie pas mal parce que le tout dernier c'est Diminished digits prove too titillating for frisky frumps and Wimble's flow wangles, yet can you blame them. Donc il y a un côté effectivement journalisme à sensation, presse de caniveau, mais il y a aussi l'utilisation des allitérations, d'un rythme très bref, très coupé, qui est une des caractéristiques d'écriture de Joyce dans Ulysses. Donc c'est tout ce côté-là. Donc, donc il y a cette forme, et très honnêtement, quand on lit ce chapitre, on lit avant tout cette forme, c'est-à-dire cette interruption permanente des dialogues, parce qu'il y a beaucoup de dialogues, il n'y a pas tant que ça de récits ou de monologues intérieurs, c'est beaucoup de dialogues dans ce chapitre-là, cette interruption permanente des dialogues par ces intertitres ou ces titres, qui parfois sont très courts et qui parfois sont très envahissants, comme vous l'avez vu. La fameuse page que j'ai essayé de vous montrer et que j'arrivais pas à vous montrer, celle-là, voilà, celle-là, vous allez faire comme ça. Je sais pas ce que vous voyez, rien sans doute. Les titres occupent à peu près la moitié du texte. Donc là aussi, on a une espèce de quasi-absurdité. Alors, donc il y a très peu de monologues intérieurs, il y a très peu de... Il y a très peu de descriptions aussi, finalement. Il y a beaucoup de dialogues. Il y a beaucoup de conversations croisées dans tous les sens, de moqueries. Il y a beaucoup de blagues. Il y a beaucoup de mauvaises blagues. Il y a des journalistes. Il y en a un, notamment Lenehan, qui est de toute évidence est le petit rigolo de la bande, qui déclame un limerick. Je peux y revenir parce que c'est vrai que moi, le limerick, c'est une forme poétique qui est très cher, qui m'est très cher et que j'aime énormément et qui compte énormément pour moi. Donc ça, forcément, en lisant ça m'a forcément happé, on va dire, comme ça. Et c'est une forme qui n'est pas une forme irlandaise. Le nom de la forme poétique, c'est limerick par association, par métonymie des premiers poèmes écrits dans cette forme-là, qui utilisaient le nom de limerick comme une sorte de nom absurde, mais c'est pas une forme irlandaise. Bon, ben là, on a des limericks irlandais où on a une appropriation des limericks par un journaliste irlandais, par un personnage de journaliste irlandais. Donc voilà, donc il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup d'échanges dans tous les sens, mais du point de vue de l'action, quand même, si j'essaie de vous donner au moins un coup de projecteur sur ce qui se passe dans ce chapitre 7. Stephen Dedalus, on l'avait laissé à la fin du chapitre 3, mais il avait accepté de son directeur, vous savez, il travaille comme on dirait contractuel aujourd'hui, il travaille comme professeur non titulaire dans un lycée, et il a accepté de prendre l'article que son directeur a écrit sur la fièvre afteuse, sur le danger très grave de la fièvre afteuse pour les élevages bovins en Irlande,
bovins et ovins en Irlande, il a accepté de prendre l'article et d'aller le placer au journal. Donc c'est ce qui se passe là. On voit Stephen Dedalus arriver au milieu du chapitre et essayer de fourguer en quelque sorte l'article écrit par le directeur de son lycée. Il n'a pas l'air très très convaincu, et d'ailleurs il y a tout un échange autour de... Enfin, tout le monde ironise un peu sur le sujet de l'article, sur l'auteur de l'article lui-même, hein, DC je crois qu'il s'appelle, j'ai encore oublié son nom, voilà c'est ça. Donc il y a tout cet aspect-là aussi, hein, c'est Stephen Dedalus arrive non pas parce qu'il travaille au journal, il ne travaille pas au journal, mais il y passe régulièrement, il connaît des gens à ce journal, et il vient pour poser cet article. Et ce qui est intéressant d'ailleurs par rapport à ça, c'est que quand il confie l'article à son... où est-ce que c'est? Quand il arrive, c'est à la page 99 dans mon édition Alma, c'est un... comment dire, c'est un de ces paragraphes, je ne sais pas comment les appeler là, ces petites unités qui sont séparées, qui sont très brèves et qui portent des titres qui sont des parodies, des imitations, des pastiches ou des parodies de titres de presse. C'est celui dont le titre est 3 points d'interrogation. Et dans ce fragment-là, au haut de la page 99, le rédac-chef se rend compte, donc Stephen lui tend l'article de son directeur, de Garrett Deasy, et le rédacteur en chef remarque qu'il y a une partie du manuscrit qui est arrachée. Il manque un bout de page, il y a un petit bout qui a été déchiré. Et il lui fait remarquer, donc le rédac-chef fait remarquer ça à Stephen, a bit torn off, Mr. Garrett Deasy, Stephen said, that old Pelters, the editor said, who tore it? Was he short taken? Et au moment où le rédacteur en chef fait remarquer bonsoir, le moment où le rédacteur en chef fait remarquer à Stephen qu'il y a un bout de l'article qui a été déchiré, il y a un bout de la feuille qui a été déchiré, Stephen se récite, on suppose en lui-même, hein, un quatrain qu'il a écrit sur ce bout-là. Et on se rappelle qu'au chapitre 3, il n'avait pas de papier, il était pris d'un moment d'inspiration, il avait envie d'écrire un poème, il avait un quatrain qui lui était venu, il déchire un bout de l'article qu'il doit confier au Evening Standard, au Evening Telegraph, pardon, et il l'écrit là-dessus. Donc, donc c'est pour montrer que le chapitre 7, il s'articule vraiment avec les chapitres 2 et 3, et avec l'histoire de Stephen Dedalus, ici. Et donc, ici, on a voilà, ce lien, donc foot and mouth, la fièvre afteuse, hein, qui s'appelle foot and mouth disease, hein, littéralement la maladie du pied et de la bouche, foot and mouth disease, en plus vient faire une sorte d'écho ironique au poème écrit par Stephen Dedalus, parce que le poème écrit par Stephen Dedalus, ce petit quatrain, se termine par mouth to my mouth. Je vous le lis, hein, ce quatrain écrit par Dedalus. On swift sail flaming from storm and south, he comes, pale vampire, mouth to my mouth. Donc il y a une sorte de rabaissement total, parce que ce poème, ce quatrain est un quatrain très littéraire, qui travaille le motif de la hantise, qui est donc assez angoissant, qui est très écrit, qui utilise des allitérations, qui prend le modèle de la ballade, ou le schéma de strophe de la ballade, mais en le modifiant, en raccourcissant les vers, puisqu'on n'a pas l'alternance de tétramètre et de trimètre qu'on a de trimètre et de bimètre qu'on a dans la ballade. Là, ce sont des dimètres en fait, hein, donc des vers de pieds. Hein. Et on a donc ce mouth to my mouth, foot and mouth, qui est repris immédiatement après. Donc voilà, il y a cette espèce de rabaissement, donc d'aller-retour permanent, hein, qu'on connaît bien maintenant, hein, chez Joyce, entre la sphère la plus élevée, la plus noble de la spiritualité, et puis tout ce qui est de l'ordre du corps, des fonctions corporelles, du ravalement, hein, du rabelaisien, on pourrait dire, hein, en quelque sorte, au sens où Mikhail Bartine parle de carnavalesque et de rabelaisien. Donc on a ce côté-là aussi. Après tout, pourquoi ne pas parler de carnavalesque ? On est en plein... Enfin, je sais jamais quand le carnaval est censé être, parce qu'on a l'impression qu'il y a des carnavals de février à avril. Bon, à l'université de Tours, on fait le carnaval après-demain. Mercredi 23 mars, si vous êtes à l'université de Tours, venez déguiser. Bien, c'était une parenthèse. Donc voilà un petit peu pour le chapitre. Alors, par rapport à Stephen Dedalus,
ce qui se passe dans ce chapitre, c'est que, pris dans la conversation avec donc, ces différents journalistes, qui sont tous nettement plus âgés que lui, hein, ils ont plus ou moins l'âge de son père, hein, Stephen Dedalus, il a la petite vingtaine, hein, c'est un très jeune homme, donc pris dans la conversation avec ces hommes très cultivés, qui n'arrêtent pas de faire des vannes, hein, parce qu'ils font des mauvaises blagues, mais c'est des blagues autour de l'opéra, autour de Virgile, autour de l'Odyssée, parce que l'Odyssée est explicitement mentionnée à plusieurs reprises, et c'est pas toujours le cas dans les autres chapitres, donc là le lien avec le titre Ulysses, il est beaucoup plus clair. En tout cas, il y a vraiment des résurgences explicites, pas seulement des allusions intertextuelles à l'Odyssée. Donc pris dans cette conversation avec eux, Stephen Dedalus, il commence à raconter une histoire. Alors on ne sait pas très bien s'il a écrit la nouvelle ou si c'est un projet d'écriture, etc. Il leur raconte l'histoire de deux vieilles filles qui ont décidé de monter en haut de la colonne de Nelson. La colonne, la colonne, je vais y arriver, comment elle s'appelle, je vais pas y arriver. Tac, où est-ce qu'elle est? Je vais pas y arriver, je me suis rien noté. Comme je connais pas Dublin, ça va pas m'aider. S'il y a quelqu'un qui voit de quoi je parle, vous n'hésitez pas à me le dire. Oui, c'est la Nelson's Pillar. Two old Dublin women on the top of Nelson's Pillar, page 109. Et donc, voilà, il raconte cette histoire-là, et ça se termine, le chapitre se termine sur le fait qu'il a cette idée d'histoire, où il a écrit cette histoire, ce bref récit, de deux vieilles dublinoises, et c'est elles qui donnent leur nom, qui donnent le nom, le titre, au tout dernier fragment avec ce titre journalistique que je vous citais tout à l'heure, hein, Anne Wimbles, Flo Wangles, yet can you blame them? Donc ça se termine par ça, et donc Stephen Dedalus qui est vraiment introduit, sinon intronisé, présenté comme un écrivain, vraiment. Il entre, il tend l'article, il a déchiré un bout de papier, sur le bout de papier il a écrit un quatrain, et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il raconte une nouvelle ou un texte, un narratif, une prose narrative qu'il a écrite ou qu'il a composée ou qu'il a conceptualisé, qu'il a envisagé en tout cas, qui fait partie de ses projets d'écriture, s'il ne l'a pas vraiment écrit. Donc il y a tout ce côté-là en fait, qui est vraiment présent dans ce chapitre. Alors pour parler, et voilà, vous m'interrompez dès qu'il y a quelque chose qui se présente, ou dès que je dis quelque chose qui vous paraît nébuleux, il doit y en avoir, ou qui fait tilt, ou qui vous suggère autre chose. Voilà, faut pas hésiter, utilisez le chat bien sûr. Il y a un aspect, c'était l'aspect, je vous ai dit que j'allais vous parler du dadaïsme, c'est le côté utilisation des titres de presse. Et donc je vous disais au début où j'ai commencé à parler de ce chapitre, que l'utilisation comme ça de titres de presse, ça crée effectivement un texte inhabituel. Jusque-là, en lisant Ulysses, on n'avait pas ça, on n'avait pas cette structure-là. Donc une fois de plus, le lecteur, la lectrice se trouve obligé, désemparé, désorienté, obligé de repenser son approche du texte. On a encore une nouvelle forme textuelle, et ici, cette forme textuelle, c'est la parodie de titres de presse, et c'est donc des morceaux de conversation qui sont non seulement interrompus du fait que c'est dans une salle de rédaction très, comment dire, où il y a une grande activité, et donc ça part dans tous les sens, hein, mais aussi les conversations sont interrompues par les titres eux-mêmes. Alors la dimension parodique des titres, elle est aussi présente dans le fait que souvent ils présentent de manière complètement triviale quelque chose qui peut être plus important, ou alors le contraire, il y a le mode aussi héroïque-comique, hein, en quelque sorte. Hein, l'héroïque-comique, c'est le contraire du burlesque. Le burlesque, c'est quand on parle de manière très basse, très familière, comme si ça n'avait aucune importance, de quelque chose de très important, qui est considéré comme très noble. Et l'héroïque-comique, c'est le contraire. C'est parler de manière extrêmement emphatique, extrêmement hyperbolique, très littéraire, très soutenue, de quelque chose de banal. C'est le cas à la page 97 d'une section qui s'appelle The Calumet, je sais pas comment on dit, le calumet de la paix, hein, The Calumet of Peace. Et en fait, ce qui se passe dans ce
fragment-là, c'est qu'il y a des deux personnages, des journalistes qui l'un commence à allumer sa clope et l'autre lui taxe une clope et ils se prennent du feu et donc ils clopent ensemble. Et donc ces deux personnages qui juste échangent, se taxent des clopes et fument ensemble et s'allument des clopes, ça devient le calumet de la paix. Donc une espèce d'exagération évidemment hyperbolique. Donc ça c'est une dimension héroïque-comique ici. D'ailleurs il me semble que ouais. Bon. Non, j'allais dire un truc, puis je suis pas sûr en fait de ce que j'allais dire. Je vais plutôt pas le dire. Voilà, donc ça c'est Alors sur la structure, donc il y a, je les ai comptés, il y a 63 vignettes, si on les appelle des vignettes, 63 articles, 63 fragments. Et donc ces 63 fragments ont chacun un titre en capital d'imprimerie placé au centre, voilà, comme des vrais titres de presse. Donc 63 vignettes, 63 titres, parodies de titres d'articles de presse. Et ça m'a effectivement évoqué le dadaïsme. Alors, Ulysse, on le sait, on est en 2022, c'est le centenaire. Ulysse paraît en 1922, a été publié pour la première fois en février 1922, le 2 février 1922. Et des extraits, des chapitres ont déjà paru au cours des 3-4 années précédentes, notamment dans The Atlantic Monthly. Bon. Le dadaïsme, les premiers textes dada, c'est pendant la Première Guerre mondiale en fait, notamment autour de quelqu'un qui s'appelait Tristan Tzara, un poète très important. Et Tristan Tzara, qu'est-ce qu'il fait dans ses premiers recueils, notamment dans un recueil de 1918? Il écrit des poèmes qui prennent, dont certains en tout cas, ont pour titre des parodies de publicité. Donc là, si vous ne connaissez pas Tristan Tzara, je ne sais pas si ça existe toujours ce volume, parce que je l'avais acheté, j'avais l'impression que ça faisait une dizaine d'années, et puis j'ai retrouvé comme marque-page dedans un ticket de bus de l'époque où les tickets de bus étaient en papier automatisé, et il y avait la date dessus, et c'était en 2004, ça ne nous rajeunit pas, peu importe. Donc ça fait donc 18 ans que j'ai ce livre. Donc Dada et Tatou, tout est Dada. Donc c'est chez Garnier Flammarion, si j'y arrive. Et donc il y a dans les premiers recueils de Tristan Tzara des titres qui sont de toute évidence soit des parodies de publicité, soit des parodies de titres de presse. Bulletin à Francis Picabia, Crilomine dièse, je ne sais pas où c'est là, Crilomine dièse, vous voyez, où est mon doigt, où va mon doigt, c'est pas possible d'être cette catastrophe là, bon, peu importe. Ventilateur de danse à bain d'huile. Défilé fictif et familial Ribemont de Seigne. Donc à chaque fois en fait il écrit un poème sur ses amis, sur les autres écrivains, et il associe le nom de l'écrivain à un titre qui est souvent une parodie de presse aussi. Bon, donc je ne sais pas très bien si Joyce et Tzara se connaissaient, se sont lus, ont pu s'influencer. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont tous, et ça se vérifiera aisément, et il faudra éventuellement le faire, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont tous influencés par l'accroissement important de la publicité, notamment des grands titres. Donc dans les journaux, les grands titres, la presse à sensation, la presse qui, pour se vendre bien, met des enfants, notamment dans la rue, qui annoncent les titres, édition spéciale, etc. Et c'est écrit en grand, donc on commence à avoir les premiers hommes sandwich aussi, avec des grands placards, soit publicitaires, soit annonçant les titres d'un journal pour vendre le journal. Donc il y a tout ça qui, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, commence à envahir les grandes villes. Ça veut dire que les messages publicitaires, les titres, etc., etc., merci Jacques qui a vérifié, donc le GF de Tristan Tzara, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est 10 €, c'est quand même pas si cher que ça, c'est des beaux livres, enfin c'est des beaux livres, c'est des livres de poche, mais c'est des livres de poche très soignés, très agréables, avec une couverture glacée, ça s'abîme pas, vous voyez, je le rouvre régulièrement, il n'a pas bougé, c'est un livre de poche de qualité. Je sais pas pourquoi je fais l'article pour Garnier Flammarion, mais c'est pas pour Garnier Flammarion. Bon, Tzara, on le trouve dans toutes les bibliothèques aussi, on n'est pas obligé de l'acheter. Donc je pense qu'en fait, Tzara comme Joyce, ils écrivent la ville, ils écrivent la modernité,
Donc on va trouver bien sûr ça aussi chez Apollinaire, hein, l'influence des lumières des villes, des grandes métropoles, l'électricité, on trouve ça chez Sandrars, et donc on va trouver ça aussi chez Joyce, cette influence des aspects les plus visuels, les plus criants, les plus criards de la modernité. Donc c'est ça qui se passe aussi dans ce texte-là. Et pour prendre un autre exemple, et pour vous montrer que les Pléiades qu'il y a derrière ne sont pas des faux, des faux dos, et que même je sais ce qu'il y a dedans, et que ça m'arrive même de les ouvrir, le tome 2, ah c'est le tome 2, tiens, je ne me suis pas trompé moi. Le tome 2 des œuvres complètes de Breton, et du coup c'est pas ça que j'aurais dû attraper, mais enfin je suis tombé pas trop mal quand même. On en trouvera dans le tome 1, donc beaucoup plus tôt, et ça correspond vraiment à quelque chose qui est quasiment contemporain de Ulysse. Là, ce que je vais vous montrer, ça n'est pas contemporain de Ulysse, mais bon, peu importe. Ce sont les poèmes collages du revolver à cheveux blancs hein, de Breton. Et vous voyez, même dans la Pléiade, ils ont repris exactement la typographie. C'est-à-dire qu'en fait, Breton, avec de nombreux autres surréalistes, ils ont inventé le jeu des cadavres exquis, hein, et notamment, ils ont aussi, pas inventé, mais en tout cas, popularisé, intensifié la pratique du collage, donc de faire des poèmes avec des collages. Et donc là, typiquement, Breton, il a fait ce poème en coupant des extraits, des morceaux dans un journal, dans des publicités, des prospectus, etc. Et ça donne ce poème-là, il est là, voilà, je n'y arrive jamais. Votre salle à manger infernale, mais calme, couille ronge votre bien-être, tous ces véhicules différents, pour quel usage de carreaux cassés. Voilà, donc évidemment en travaillant à partir de titres qui sont des titres prosaïques, publicitaires, votre salle à manger, tous ces véhicules différents, votre bien-être, ils forment un poème, alors là pas totalement au hasard, hein, pas comme dans le cadre des cadavres exquis, mais évidemment ils forment un poème. Voilà, donc c'est quelque chose. Je voulais juste revérifier le revolver à cheveux blancs de quand ça date. Ah mais ça date des années 1915 à 1919, vous voyez. 1919 à 1924, pardon. Le revolver à cheveux blancs. Bon. Donc voilà, je sais pas pourquoi c'est dans le tome 2, mais enfin on s'y retrouvera ou on s'y retrouvera pas, peu importe. Donc voilà, les dadaïstes, les surréalistes autour des années 1920, donc ils sont influencés par ça, ils sont influencés aussi, on le retrouve, ils sont influencés par la peinture, parce que c'est au même moment, Kurt Schwitters, c'est au même moment, les arts plastiques on va dire, parce que Schwitters c'est pas un peintre, en tout cas il n'est pas connu en tant que peintre au sens fort, c'est vraiment un artiste de collage, mais pensons aux toiles, aux toiles cubistes, bien sûr de Braque ou de Picasso, dans lesquels il y a toujours un journal, il y a toujours un fragment de journal, où il y a toujours une publicité dans les natures mortes, avec un titre, ou avec des trucs un peu tapageurs, comme ça. Donc ça veut dire que le matériau de Ulysses, c'est le même matériau intertextuel, mais aussi d'observation de ce qu'est la ville moderne. C'est le même matériau que celui, oui, de Sandrars, de Breton, de Tzara, et de tant d'autres, et aussi des peintres, bien sûr, qui se sont appropriés ces différentes formes. Donc on a ça, et donc ça joue là-dessus, hein, ces vignettes. Alors comme j'ai compté, j'ai fini de lire le chapitre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment in extremis avant le live, donc j'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir, mais j'ai eu le temps quand même de compter et de voir qu'il y avait 63 vignettes. Je me suis demandé, j'ai regardé vite fait, et j'ai l'impression, je pense qu'il doit y avoir des structures par 7, je pense qu'il doit y avoir 9 x 7, il doit y avoir 9, en quelque sorte, sous-sections du chapitre, d'autant que c'est le chapitre 7, parce que, voilà, entre la 7 et la 8, entre la 14 et la 15, etc., il y a des transitions où ça correspond quand même à des moments de coupure, à des moments de transition, l'arrivée de Stephen Dedalus, le départ de Bloom, le retour de Bloom, enfin il y a plusieurs choses comme ça qui fonctionnent sur les multiples de 7 dans cette série de 63 fragments. J'avais d'autres points à souligner, mais je me perds moi-même dans mes exemples ou dans mes idées, je ne sais pas comment le dire. J'avais noté un certain nombre de choses que j'avais éventuellement prévu même de vérifier en live dans la traduction, mais c'est peut-être un peu mal barré. Alors oui, parmi les choses que je peux noter à la page 88, c'est au tout début du chapitre, début du 3e fragment, Gentlemen of the Press. Le chapitre commence comme ça, comme si c'était un exercice d'écriture pour étudiants de première année. Gross-booted draymen rolled barrels.
dull thudding out of Prince's stores and bumped them up on the brewery float. On the brewery float, bumped, dull thudding barrels rolled by gross-booted draymen out of Prince's stores. Donc on dirait vraiment un exercice d'écriture. Il y a la première phrase qui est à la forme active. Et en fait, c'est comme si on avait demandé de réécrire la phrase à la forme passive, et donc il faut bien remettre les différents compléments d'agents, compléments de lieu, etc. au bon endroit. Et donc c'est presque comme un exercice de style ici. Je cite ça, je cite la traduction. Hors des entrepôts princes, c'est super dur à dire, hein. Hors des entrepôts princes, des haquetiers aux broquetins balourds boulaient de sourds-barils et les faisaient rebondir sur le haquet de la brasserie. Je ne sais pas ce que c'est des haquetiers et le haquet. C'est drayman qui est traduit par haquetier. Bon. Je lis la deuxième phrase. Sur le haquet de la brasserie rebondissaient de sourds-barils boulés par les haquetiers aux brodequins balourds hors des entrepôts princes. Donc on voit qu'il y a ce jeu effectivement sur la recomposition de la première phrase en passant de la forme active à la forme passive. Donc là ça donne la traduction. Je suis pas sûr que la traduction vous ait beaucoup aidé à comprendre ce que ça racontait. Je trouve que je comprends mieux l'anglais que le français moi, hein, mais bon peu importe. Oui, j'avais noté à la page 90, il y a une référence à Tristram Shandy de Sterne, livre mythique, livre postmoderne avec 2 siècles et demi d'avance, grand roman du XVIIIe siècle, qui ne commence jamais. C'était un énorme livre de 600 pages et qui ne commence jamais. Le haquet, ouais, c'est ça, c'est une charrette étroite et longue, dépourvue de ridelles et servant essentiellement au transport des tonneaux. Merci à notre vérificateur de vocabulaire, Jacques. Oui, c'est ce qui me semble, hein, à Paul & Pears. On comprend pas le. Alors, ils se sont beaucoup amusés. La traduction française, elle est très jouissive du point de vue des sonorités, du point de vue bon, c'est à voir à l'écrit aussi. Hein. Je pense qu'à l'oral, ça perd beaucoup. Enfin, c'est compliqué. Ça perd pas parce qu'il y a les sonorités, mais c'est vrai que quand même, gross-booted draymen rolled barrels, même si on ne sait pas ce sont des draymen, on comprend qu'il y a les ouvriers qui roulent des barriques. Enfin, parce que c'est ça qui se passe dans cette phrase, dans cette scène. Et on le comprend très bien en anglais, en fait. Hein. Ils transportent, ils font rouler des barriques qu'ils sortent d'un entrepôt, et ils les manipulent balourdement, effectivement. Bumped them up, c'était pas mal, traduit par balourd. Bumped them up on the brewery float. Et ils les posent sur le quai. Donc ils vont d'un entrepôt vers le quai et ils roulent les barriques de l'entrepôt vers le quai. Et ça, on le comprend très bien en anglais. On le comprend, je dis pas que c'est super facile, mais on le comprend très bien en anglais. En français, quand même, hors des entrepôts, des haquetiers aux brodequins balourds boulaient de sourds-barils et les faisaient rebondir sur le haquet de la brasserie. C'est quand même un peu spécial quand même. Bon, un bon exemple de traduction qui obscurcit, mais ça arrive. Et puis avec Joyce, la tentation est peut-être grande de chercher aussi les effets sonores, les effets stylistiques. Ouais, donc je disais par rapport à... Donc il y a une référence à Tristram Shandy qui se trouve à la page 90 de l'édition Alma, parce qu'il y a Uncle Toby's Page for Tiny Tots, puisque là, il y a toute une série il y a une énumération en fait de tout ce qu'on trouve dans un journal, hein, des dessins, cartoons, nature notes, des petites annonces, des annonces nécrologiques, etc., des country bumpkins queries, donc littéralement des questions posées par des poucasses. Hein, je sais pas, country bumpkin, c'est super insultant comme terme. Tiens, comment ça a été traduit ça? La toilette d'un grand quotidien. Country bumpkins, ça m'amuse. La petite correspondance des naïfs ruraux. Non, country bumpkins, c'est pas les naïfs ruraux, c'est les poucs. Enfin, c'est insultant quand même comme terme. Les naïfs ruraux. Alors peut-être que dans les années 20, quand ils ont fait leur traduction, là, Morel & Co, on ne disait pas plouc ou ploucasse, je sais pas, mais il fallait trouver un truc. Enfin, naïfs ruraux, c'est vraiment gentil. Et donc il y a au milieu de ces différentes rubriques du journal Uncle Toby's Page for Tiny Tots, qui est traduit par la page de l'oncle Toby pour les tout petits. C'est bien, ça sonne bien. Et en fait, Uncle Toby, c'est sans doute, donc ça fait allusion à une rubrique pour les enfants, mais Uncle Toby, c'est un des personnages principaux de Tristram Shandy, de Sterne,
Donc là, il y a sans doute cette filiation, c'est-à-dire que Joyce, il se réclame, il se place dans la lignée de Tristram Shandy. Et c'est évident, voilà, c'est des textes longs, c'est des textes qui sont des textes métatextuels, c'est-à-dire ce qu'on lit quand on lit Ulysses, on lit un livre en train de s'écrire. Je ne veux pas trop faire mon prof de fac, mais il y a une notion extrêmement intéressante, c'est Roland Barthes qui en a parlé, c'est le scriptible, c'est-à-dire les textes scriptibles. Il fait une opposition entre les textes scriptibles et les textes lisibles. C'est en quelque sorte, et en schématisant beaucoup, des textes qui sont élaborés, qui sont complexes, et dans lesquels le lecteur va devoir faire un effort, c'est-à-dire un effort pour s'approprier le sens et se mettre à la place de l'écrivain. C'est ça le texte scriptible. Et il oppose à ça les textes lisibles, qui sont des textes en quelque sorte déjà mâchés, qui n'ont qu'un seul sens possible et qui sont de pure consommation. Alors, il ne fait pas nécessairement une opposition de qualité ou de valeur. Barthes ne dit pas que les textes lisibles sont forcément moins bons, moins intéressants, ou que c'est la honte de lire des textes lisibles. C'est pas ça du tout l'idée de Barthes. C'est de dire que quand on analyse un texte, on va pouvoir s'intéresser à ce qui est de l'ordre du scriptible ou ce qui est de l'ordre du lisible. On peut évidemment avoir des grands textes classiques du réalisme du 19e, etc., que l'on peut considérer comme dont on peut considérer que certains passages sont des passages lisibles, au sens où Barthes oppose le scriptible et le lisible. Bref. Donc tout ça pour dire que bien sûr, Tristram Shandy comme Ulysses, ce sont des textes scriptibles, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pour le lecteur. Et je pense que nous tous, vous toutes, on abandonne ces textes-là. On arrête de les lire parce qu'on est trop fatigué, on n'est pas motivé, on n'a pas envie de devenir l'écrivain. On n'a pas envie de se projeter sur l'écrivain, on n'a pas envie de se projeter sur l'écriture du livre. Et c'est pourtant ce que requiert le texte scriptible, en fait. Donc ce sont des textes scriptibles. Généralement, je crois que la traduction, je ne sais pas qui avait traduit ce texte de Barthes, mais la traduction qui est retenue pour scriptible et lisible, c'est writerly et readerly. Ce qui est assez intéressant parce que ça permet de ne pas faire d'ambiguïté sur lisible, parce qu'on dit un texte lisible, on va dire, opposer un texte lisible, c'est un texte illisible. Non, chez Barthes, c'est lisible, scriptible. Et donc, writerly, readerly, il permet d'avoir deux termes qui sont des termes vraiment néologiques, qui sont des termes pas utilisés, et donc de ne pas faire de confusion, parce que lisible, c'est legible, ou c'est readable, ou c'est easily readable, c'est un peu ça, comme on dit, le easy listening, si vous voulez. Hein. Et donc, on comprend tout de suite, avec readerly, que ça ne se situe pas du côté du facile à lire ou pas facile à lire. Hein. La question n'est pas là. Alors évidemment, les textes scriptibles ont tendance à être plus difficilement lisibles que les textes lisibles, mais ça n'est pas nécessairement, le cas. Il y a des textes scriptibles qui sont des textes extrêmement simples en apparence. Ça va être le cas, par exemple, des textes de Duras, peut-être. Hein. On peut prendre l'exemple de Marguerite Duras pour ça. C'est sans doute des textes scriptibles. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des textes bourrés de phrases à rallonge ou avec que des mots compliqués ou dans lesquels on ne comprend pas qui sont les personnages, etc. etc. C'est pas forcément ça du tout. Voilà, donc, je sais pas pourquoi. Oui, c'est par rapport à l'allusion à Tristram Shandy. Donc je continue un petit peu mon parcours de ce chapitre 7, puis à un moment donné on va s'arrêter, hein, vous me dites, de toute façon vous partez, hein, vous me laissez seul et puis je finirai par m'arrêter tout seul. Hein. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ouais, j'avais vu une paronomase entre Bloom et Boom, hein, dans le même fragment. Hein. Mr. Bloom halted behind the foreman's spare body, admiring a glossy crown. Strange he never saw his real country, Ireland my country, member for College Green. He boomed that workaday work attack for all it was worth. Donc voilà, on a ces éléments-là. On a un chapitre qui s'appelle Orthographical, avec les spelling bees. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, c'est les compétitions d'orthographe. Hein, c'est ça, hein, les spelling bees. Je vais vérifier comment ça a été traduit. Tiens, je vais même vous le lire en français, orthographe. Son concours de rébus orthographiques, c'est traduit par Morel & Co, là, les spelling bees. En anglais, ça s'écrit spelling bee, bee comme une abeille, en fait. Voilà. Et donc, en anglais, c'est It is amusing to view the unpar 1R, alleled, embarra, 2 R's is it, double S, munt of a harassed peddler
while gauging AU the symmetry of a peeled pear under a cemetery wall. Silly, isn't it? Symmetry put in, of course, on account of the symmetry. Donc c'est les dictées de pivot, si vous voulez. C'est des textes qui veulent rien dire et dans lesquels on a mis un maximum de difficultés orthographiques. Et c'est quelque chose qui existe. Hein. Il y a un roman du grand écrivain sud-africain Ivan Vladislavich, qui tourne autour des spelling bees, en fait. C'est un texte génial qui s'appelle The Restless Supermarket, peu importe. Donc les spelling bees, ça existe, il y a des concours d'orthographe, comme ça, il n'y a pas qu'en France, c'est qu'on fait des espèces de fixettes, comme ça, sur la dictée de pivot, etc., dans lesquelles on confond la culture et l'orthographe, ou la capacité à lire et l'orthographe. Et donc c'est de ça qu'il est question, évidemment. C'est une gageure de traduction. Hein. Faut qu'il sache bien son orthographe, fièvre des épreuves. Martin Cunningham a oublié de nous passer ce matin son concours de rébus orthographiques. C'est amusant de lire les terres, 2 R, Ible, Diffie, faut-il 2 F, culté d'un colporteur fourbu qui démolit haut la symétrie d'une poire pelée sous le mur d'un cimetière. Est-ce assez idiot, cimetière qui arrive là, bien entendu, à cause de symétrie. Mais c'est débile. Mais c'est débile, c'est pas dans le texte, c'est mon commentaire. La traduction est très mauvaise, là, parce que dans le spelling bee, dans la dictée de pivot là, de Ulysses, dans la dictée de Cunningham, dans le spelling bee, il y a symmetry under the peeled pear of under a cemetery wall. Parce qu'en fait, symmetry et symmetry se disent quasiment pareil en anglais. Donc il fallait trouver un truc, hein, symétrie, et faire un jeu de mots avec 6 mètres, je sais pas, oui, peut-être un truc comme ça, symétrique, oui, alors symétrique, ça nous amènerait peut-être vers des choses un peu obscènes, je sais pas, c'est pas que ça aurait pu gêner tellement les traducteurs de Ulysses, parce que de l'obscénité il y en a dans Ulysses, mais bon voilà, donc moi je m'étais noté ça en me disant tiens comment ça a été traduit, j'avais pas vérifié, j'ai pas été déçu parce que ouais, ils ont fait vite quand même, parce que même difficulté 2F, il n'y a pas grand monde quand même qui écrit difficulté avec un seul F, c'est pas vraiment une difficulté orthographique, le mot difficulté. J'ai rarement vu les gens se tromper, enfin des Français, je veux dire. Je pense que il me semble que j'ai déjà vu des Espagnols peut-être écrire difficile avec un seul F, parce que ça doit s'écrire avec un seul F en espagnol, mais c'est pas une erreur vraiment qu'on rencontre très souvent. Bon, ils se sont pas foulés, on va dire ça comme ça. Donc il y a énormément aussi de références bon, à la Pâque juive aussi. Bon, il y a des choses. Bon, voilà, je passe parce que il y a à nouveau ouais, il y a des références aussi à Hamlet. Il y a le père de Dédalus qui utilise une interjection grossière qui est shite and onions. Est-ce que je vais le trouver shite and onions, merde aux petits oignons. Bon, soit, that'll do, Ned, life is too short. Je m'étais noté aussi la his bushy moustache. Comment c'est? He took off his silk hat and blowing out impatiently his bushy moustache, Welsh combed his hair with raking fingers. Et apparemment, alors je vais le mimer, bien que moi j'ai pas grand chose à coiffer comme cheveux, mais Welsh comb, en un seul mot, voilà, littéralement le peigne gallois, c'est une expression pour dire se coiffer avec les mains, en fait, avec les doigts. Et donc là on a he Welsh combed his hair with raking fingers, donc il se littéralement il se gallo-peigna il se peigna parce que peigni c'est le passé simple de peindre, compliqué. Il se gallo-peigna les cheveux avec les doigts en forme de râteau, avec ses doigts en râteau, et ça donne il peigna ses cheveux à la mode gale, c'est bizarre ça, avec le râteau de ses doigts. Il peigna ses cheveux à la mode gale. Gale, G apostrophe, comme le pays. C'est un peu étrange quand même cette histoire-là. Tiens, en fait, par parenthèse, on a gagné. Non, moi j'y étais pas. La France, l'équipe de France de rugby a remporté le Grand Chelem. Je le note ici, et ça faisait 12 ans que c'était pas arrivé, on ne sait pas quand ça réarrivera. Peu importe. Donc c'est à cause de Welsh que j'ai pensé à ça. Bon, peu importe. Donc il y a plein de choses, il y a des notations. Il y a certaines petites vignettes qui me font penser aussi, je pense qu'il y a des analogies avec des textes qu'écrivait Gertrude Stein un peu au même moment ou un peu avant, même Ulysses, Tender Buttons par exemple. Il y a un fragment qui est à la page 97 qui s'appelle A Street Cortege et qui me fait penser un peu à certains textes de Gertrude Stein aussi.
Bon, qu'est-ce que j'ai ensuite? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, le limerick. On n'a pas parlé des limericks. C'est peut-être un peu tard maintenant pour parler de limerick. Mais il y a donc un limerick écrit par Linian. Et donc le limerick, non, je ne vais pas vous faire un cours sur le limerick maintenant parce que ça va saouler tout le monde. Ouais, il y a plein de choses. Il y a les palindromes. Enfin, ce que je vous disais, voilà, c'est dans une salle de rédaction. Il y a plusieurs journalistes qui sont un peu désœuvrés. C'est juste avant la pause de midi, juste avant d'aller boire un coup et déjeuner. Et comment dire, ils échangent comme ça et ça part dans tous les sens. Et donc il y a l'équivalent anglais des contrepétries, spoonerisms. C'est jamais dit que c'est spoonerisms, mais il y a Clam Dava, il y en a un qui est Lenihan, toujours lui, c'est peu le petit rigolo pénible de la bande. Clam Dava pour dire Dame Clava par exemple. Bon. Il y a aussi c'est toujours lui d'ailleurs, qui cite des palindromes. Madam, I'm Adam. Able was I ere I saw Alba. Donc c'est deux palindromes assez connus. Madam, I'm Adam, il est super connu, mais bon, Able was I ere I saw Alba aussi. Hein, c'est des palindromes. Donc il y a plein d'éléments comme ça textuels. Et puis aussi, c'est vrai, je me l'étais noté, j'allais oublier de vous le dire, dans le chapitre 7, il y a le mot Twitch. Et comme je fais ces lives sur une plateforme qui s'appelle Twitch, je ne pouvais pas m'empêcher de le dire. Et on va même citer la phrase complète et essayer de trouver sa traduction. C'est où? Je suis en train d'aller trop loin, je crois. Non, c'est bon. Tiens, d'ailleurs, Alors vous savez que les palindromes, les traducteurs n'ont pas compris que c'était des palindromes. Ou alors ils ont considéré... Dans les traducteurs, il y a Joyce lui-même et Larbeau, hein, donc c'est quand même un peu curieux. Ils n'ont même pas voulu s'embêter à mettre des palindromes, puisqu'ils ont traduit littéralement, ou quasiment littéralement, Madame Adam, ils ont mis c'est Adam, Madame. Du coup, c'est plus du tout un palindrome. Et pareil pour... C'est très curieux ça. Hein, bon, bizarre. Qu'est-ce que je voulais dire Le spoonerism, lui, il est traduit fougrement bord pour bougrement fort. Donc c'est pas ça que je voulais dire. Ah oui, je voulais vous lire la phrase avec Twitch. His mouth continued to twitch and speaking in nervous curls of disdain. Voilà qui ferait une magnifique épigraphe pour cette chaîne Twitch. His mouth continued to twitch and speaking in nervous curls of disdain, ce qui est traduit par sa bouche qui n'émettait plus de son gardait encore une moue de mépris. Et du coup, twitch n'est pas traduit en fait. C'est amusant. Le verbe twitch est le seul mot de la phrase qui n'est pas traduit. Bon, c'est un peu étrange. Enfin, c'est pas étrange, mais parce que c'est pas évident. Twitch, c'est un tic en fait. Un twitch, c'est un tic de la bouche. Donc, je ne sais pas très bien pourquoi. C'est sans doute difficile de le conserver. Voilà, donc je pouvais quand même difficilement laisser passer ça. Voilà le passage sur le AI auquel je faisais une allusion tout à l'heure. Il est à la page 104, Man of High Morale. Bon, il y a toute la référence au sac de Troie aussi, donc à l'Odyssée ici. Il y a Kiss My Arse et Kiss My Royal Irish Arse, qui donnent lieu d'ailleurs à des titres, KMA et KMRIA, que vous allez avoir là. Attendez, voilà, vous voyez, il est là. He can kiss my Royal Irish Arse. Et ça, oui, parce qu'il y a un parallèle, hein. Je vais terminer là-dessus, sur un truc un peu plus simple. Ça commençait à partir dans tous les sens, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le chapitre lui-même part pas mal dans tous les sens, c'est un peu le principe de Ulysses, c'est qu'on a l'impression que ça part dans tous les sens. Si j'essaie de resserrer un peu les fils, je vous ai dit que Steven venait au journal, venait à la salle de rédaction pour porter l'article que le directeur de son lycée lui avait confié, l'article sur la fièvre afteuse, le foot and mouth disease, et que après avoir donc confié l'article, il reste, il discute, il parle de cette histoire qu'il a écrite sur les deux vieilles filles qui montent tout en haut de la colonne Nelson. Il y a des obscénités d'ailleurs qui sont liées au personnage de Nelson parce qu'il les représente.
il est représenté sur la colonne Nelson avec un seul bras et avec une manche vide, puisque Nelson avait perdu un bras. Il était manchot, hein, il avait perdu un bras à la bataille de Cadiz. Hein. Donc il y a toute cette... voilà, il y a pas mal d'obscénité avec le fait qu'il a qu'un seul bras. Bon, bref, je vous laisse deviner, je vous laisse lire en l'occurrence, quand vous arriverez au chapitre 7, si vous n'y êtes pas encore arrivé. Et donc ça, c'est le fil d'Idalus, si vous voulez. Donc il y a Steven Didalus. Et puis il y a Bloom, qui lui, pareil, a été commissionné, a été missionné, a été mandaté pour... placer la pub de Keys. Ça, c'était au chapitre 5, je crois. Donc, c'est pas au chapitre de l'enterrement, c'est le chapitre juste avant. Et donc, c'est ce qu'il fait. Il arrive, il apporte la pub, il propose même un dessin pour un exemple de dessin. Et puis, il relance ensuite le rédacteur en chef. Et c'est là que le rédacteur en chef lui dit de dire à son commanditaire He can kiss my royal Irish horse. Donc on passera pas sa pub en fait. Hein. Voilà, donc il y a ça aussi. Donc voilà, c'était le chapitre 7 et j'espère quand même que je vais... Vu la semaine qui... Toujours un peu le problème, c'est que je dis ça à chaque fois, puis la semaine est toujours un peu compliquée. De toute façon, mais je vois que vous êtes tous restés, ce qui m'impressionne. J'espère que vous m'écoutez d'une oreille quand même, hein, parce que je déblatère un peu seul dans mon coin quand même. C'est l'impression que ça donne. Qu'est-ce que je voulais dire la semaine prochaine, je ne pourrai probablement pas, ou même je suis à peu près sûr, que je ne pourrai pas faire le live à l'heure habituelle à 6 heures, parce qu'il y a un séminaire auquel je veux assister de mon centre de recherche à peu près à la même heure. Un séminaire en plus auquel se rendra le professeur invité de l'université partenaire d'Afrique du Sud, que j'accueille là pendant toute la semaine et la semaine prochaine aussi. Donc voilà, pour plein de raisons, la semaine prochaine, à l'heure habituelle du Twitch, je serai vraiment indisponible. Donc je me disais que peut-être, je sais pas, je pourrais peut-être faire le Twitch plus tard, carrément après le soir, quoi, vers 9h du soir, je sais pas. Si c'est une idée, si c'est une bonne idée ou pas. Je passerai peut-être par Twitter pour faire un sondage. Mais on pourrait éventuellement se faire le Twitch hebdomadaire à 21h et non pas à 18h. Voilà pour ce qui me concerne. Je vous laisse le temps de réagir à ces différentes petites choses, enfin, soit à des choses que j'ai dites comme ça, complètement en vrac au cours des 20 dernières minutes, soit à la proposition que je faisais de maintenir le live la semaine prochaine, mais en le retardant de 3 heures, en le faisant plutôt vers 9h du soir. Voilà. Sinon, le mardi, oui, c'est vrai, c'est possible aussi. Le mardi, non, je vais pas pouvoir. Pas à cette heure-là, en tout cas. Je peux pas le mardi à 18h, ça va être compliqué. Bon, à voir, je pense qu'il faut qu'on rediscute de ça. Je pense que je proposerai 2 horaires qui, moi, m'arrangent, et puis je mettrai peut-être ça au vote sur Twitter. Je sais que tout le monde n'est pas sur Twitter, mais ça permet de voir. Bon, à voir. Moi, je pensais éventuellement à ça, un live le lundi à 21h, 21h30, je sais pas, ouais, 21h. Déjà là, je vois 1 heure sans avoir préparé, je suis à la fin d'une grosse journée de travail. Je suis un peu au bout de ma vie là, quand je termine le live, ça se voit sans doute que je me décompose au fur et à mesure. Donc bon, à voir, à tenter éventuellement, histoire de fixer, et puis bon, on n'est pas obligé non plus de le faire durer 1 heure, mais moi j'aime bien le fait de le faire hebdomadairement, parce que ça me maintient sur des rails. C'est-à-dire j'ai cet objectif-là, il y a le live, donc c'est ce que je disais au tout début de ce live-ci. Hein. Il y a le live, donc je continue à lire pour le live, alors que sinon j'ai tellement de milliards de choses à lire que en fait Ulysses, il resterait des semaines et des semaines sans que je l'ouvre. Voilà. Bien écoutez, sur ces bonnes paroles, bonsoir, good night to everyone. Thanks for being here, thank you for coming. Merci à vous de votre présence, de vos commentaires, de vos réactions. On n'est pas obligé de suivre non plus la lecture linéaire. Hein. Vous pouvez aussi passer des commandes. C'est-à-dire, si vous êtes en train de lire le chapitre 5 et vous voulez qu'on revienne sur un point du chapitre 5, si vous voulez qu'on parle de choses et d'autres, il ne faut pas hésiter
à me dire où on en est. Voilà. Bonne soirée, bonne soirée à toutes et tous.